Chers auditeurs, sur Alliance 92, mercredi 2 mai, et nous sommes dans l'émission Embarro. Embarro, c'est l'embarro ici, du directeur de publication du groupe Ultima Media, regroupant les journaux, les nouvelles, Taraj, Newsmada, ainsi que la radio Alliance 92. Franck Ramerson, bonjour à vous. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent ce midi. Et cette émission, et comme toutes les émissions politiques dans le monde entier ou dans toute démocratie, c'est une émission d'analyse et d'observation de la vie politique en Madagascar actuellement, vu la conjoncture qui est devenue très très difficile. On parle de Madagascar, mais n'empêche, si on voit sur le continent africain, 2017-2018, ce sont des années d'élections, et un peu partout ailleurs, il y a eu donc des réactions par rapport aux lois électorales, par rapport également aux candidatures. Ailleurs, c'était un peu plus bien passé. Dans d'autres pays, par contre, c'est carrément la Cour constitutionnelle qui a pris une décision. Ailleurs, ce sont des partis politiques et des associations qui se disent donc d'opposition qui se sont regroupés pour faire face donc pour une élection démocratique, et Madagascar n'est pas en reste. Justement, donc, il ne faut pas que les dirigeants politiques malgaches, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou dans l'opposition, se leurrent quant à leur, je dirais, lutte pour sortir Madagascar de cette crise. Puisque, comme vous l'avez dit, sur le plan international, surtout en Afrique, c'est l'année des élections. Donc nous faisons partie du lot de ces pays qui sont en face des difficultés pour faire appliquer, je dirais, la loi et la Constitution. Et que c'est une année difficile. Vous avez vu ce qui se passe en République démocratique du Congo, où on a du mal à admettre, ou Kabila a le droit d'admettre qu'il faut faire des élections à la fin de l'année. Ce qui se passe au Mali, avec aussi les problèmes de loi électorale, sur certains passages de la Constitution. On parle d'une coalition d'ailleurs, l'alternance et le changement, c'est ce qui a été décidé. Donc voilà ce qui se passe au Mali. Au Tchad, vous avez vu que depuis avant-hier, l'Assemblée a voté aussi donc une nouvelle constitution que on va supprimer le poste de Premier ministre, donc et ainsi de suite au Gabon. Il y a donc tout un déferlement, une vague déferlante concernant des problèmes politiques qui devaient être politiques globaux, qu'il ne faut pas dire que notre nombrilisme malgache ne nous amène pas encore à dire que nous sommes les leaders dans cette position. Nous faisons partie que même en Afrique, partout, la communauté internationale s'intéresse à tous ces changements qui vont se faire à partir de 2019. À partir donc suite aux élections qui vont se tenir cette année. Partout ailleurs aussi, la société civile a pris part aux actions de... Bien entendu, c'est-à-dire que l'apport de la société civile, on l'a bien vu depuis presque 20 ans, et de veiller à ce que les institutions démocratiques fonctionnent normalement, donc à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Et aujourd'hui, nous voyons que les partis politiques ne peuvent pas eux seuls décider du sort de leur population. Donc il faut tout un mouvement d'ensemble, un mouvement, comme on a dit tout à l'heure, un mouvement pour un changement. S'il y a un changement à faire, Madagascar, ce sera ce fait d'abord qui va être opéré, et on verra plus tard, ça va déboucher sur des élections, je dirais, libres et justes, que réclame toute la population. Oui, d'ailleurs, est né aussi le mouvement pour le changement, qui regroupe ici des organisations de la société civile, politiciens, partis politiques, syndicalistes, opérateurs économiques et bien d'autres, et ce pour apporter donc appui au mouvement des 73 députés. Oui, mais partant du départ, le non-acceptation du vote donc des lois électorales, on attend toujours l'HCC. La HCC donc a, je dirais, un certain temps pour pouvoir décider quel sort va donner pour la validation
de ces lois organiques et lois électorales, donc qui sont déjà entre leurs mains. Je pense qu'il y a quand même un deadline qu'il faut respecter. Il faut qu'elle se décide pour, tout au moins, en cette fin de semaine, pour que les jeux soient clairs, les enjeux maintenant, parce que les enjeux ne sont plus uniquement politiques, mais économiques, parce qu'il y va, donc, qu'on ne peut plus donc supporter une autre crise économique qui va encore nous amener à une débâcle qui sera vraiment dure à être relevée plus tard. Et pourtant, on parle de grève au niveau de l'administration. Par ailleurs, également, il y a la rentrée au niveau des parlements. Oui, oui, puisque je crois que c'est comme dans toute contestation, il y a donc une forte pression pour que l'on bloque la machine administrative. Est-ce que c'est la bonne voie pour pouvoir forcer, puisque il faut dire quand même la chose, c'est que la revendication première des députés de l'opposition, c'était je dirais, la révocation des lois électorales. Ça s'est terminé par une manifestation le 21 avril où ils ont dû faire le rapport par des émeutes et par une répression qui a coûté la vie à quelques personnes. Et donc là, la population qui était présente, et puis ça fait boule de neige, a changé de braquet pour leur fusil, et qu'ils ont demandé maintenant la démission du gouvernement et partant du président de la République. Donc maintenant, on ne parle plus que de cette démission. La loi, donc, elle est un peu mise en sourdine, et comme je l'avais dit tout à l'heure, on est dans une autre phase, puisqu'à cause de cette, je dirais, on l'a déjà dit ici, la dernière mois, que le président a le chic donc d'avoir, je dirais, mis sur son dos donc tous les mouvements, société civile, syndicats, partis politiques, les diasporas aussi. Diaspora, tout le monde. Donc maintenant, je dirais, conteste maintenant sa présence à la tête de l'État. Plus, si l'on parle ici des manifestants et comme des partisans pour le départ du président, le président de son côté veut asseoir cette idée de stabilité, de développement, qu'il a été élu par des millions d'électeurs, mais non pas par des milliers. Franck Ramerson. Mais le président, dans sa logique, je dirais, constitutionnelle, qu'il a été élu par des millions de personnes. Donc ça c'est une position donc de principe qu'il prend que donc il est légitime qu'il reste au pouvoir. Mais je pense qu'il ne voit plus la réalité, comme ses prédécesseurs, la réalité que rien ne va plus. On parle économie, on parle de société, de vie sociale, de tout ce qui se passe autour donc de la société en général. Et là, donc, je pense qu'il est dans sa tour d'ivoire. On lui donne peut-être des fausses informations pour gérer le pays. Et je crois que encore quelques personnes lui disent que tout va pour le meilleur du monde, monsieur le président. C'est comme cette histoire d'augmentation de salaire, ça va calmer le jeu, on va faire ceci. Et pourtant, ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est plus les mêmes faits. Les gens en ont, je dirais, ras-le-bol de ce qui se passe, du régime, des mensonges, des manipulations diverses, sur le plan de l'inflation galopante, l'insécurité, un certain nombre de choses que l'on ne peut plus tolérer. Et le peuple ne mange pas à sa faim. Je suis étonné quand nos confrères de RFI qu'ils ont demandé le peuple a faim, monsieur le président. On a dit mais non, les paramètres me disent que tout va bien. Ce n'est pas les mêmes arguments que j'ai par rapport aux autres contestataires.
Comment voulez-vous discuter dans ce cas? Mais à cette allure, justement, peut-on comparer des luttes, puisqu'il y a toujours eu des élections, il y a eu toujours des problèmes, peut-on comparer nos différentes... Si on compare avec 1991, par exemple, ce qui s'est passé, en 1991, c'est ce qu'on appelle, ce fut un problème idéologique d'abord. Et que, il faut le reconnaître, que vers ces années-là, nos hommes politiques étaient donc corrompus idéologiquement, chacun dans son camp. Donc il y en a qui étaient à gauche, il y en a qui étaient au centre, il y en a qui sont beaucoup plus libéraux. Mais le problème qu'il y a, c'est que les bailleurs de fonds ont, depuis 1982, par exemple, infligé à ce qu'on ait un traitement pour un régime libéral, parce que je dirais, cette politique d'ajustement structurel. Donc, Madagascar était sous le régime socialiste. Il fallait donc un aménagement, tout ce qui est des structures politiques, par rapport à cette politique d'ajustement structurel imposée de l'extérieur. Il y a eu discordance, et c'est cela qui a fait qu'on a réclamé une nouvelle constitution, on a réclamé donc une libéralisation de la vie politique, c'est-à-dire des nouveaux partis politiques. Liberté de presse. La liberté de presse, la censure a été levée, mais aussi donc la suppression du Front national de la défense de la Révolution. Donc, c'était à partir de ce moment-là qu'il y a eu, en 1991, une floraison de nouveaux partis politiques, et que là, qui continue jusqu'à présent. Mais cette politique d'ajustement structurel a continué par divers instruments, comme les DCPE, actuellement comme le FASP. Mais en même temps, il y avait une ouverture économique après, vers 2002, vers les autres pays qui ne sont pas traditionnellement nos partenaires. Et on a commencé à piocher donc dans notre sous-sol, puisque c'était les statistiques, tout ce qui se passe en termes de richesse minière était contrôlé par le BHM, que vous savez bien, qui était donc sous la coupe des Français jusqu'à ce temps-là. Et à partir du moment, donc, il y a eu cette libéralisation à outrance effrénée de notre économie, surtout l'ouverture donc des informations confidentielles concernant notre sous-sol. Donc nous avons eu donc de ce que j'appellerais idéologiquement donc une sorte de propension de investisseurs qui sont venus voir nos potentialités donc minières, richesses minières et pétrolières. Donc à partir du moment où on a fait entrer tout un monde sans pouvoir voir une politique. De quotas par exemple? Non, simplement pas de quotas, mais politique, je dirais, valable pour qu'il y aurait une égalité des chances pour tout le monde. Et ça... Des lois intéressantes. Et on a eu le malheur aussi de confier et là je donne tort aux bailleurs de fonds, de confier la confection des codes miniers, codes pétroliers à des étrangers, sans passer donc par une consultation de la partie malgache. Et que ce sont donc des lois qu'on a fait parvenir à l'Assemblée pour être votées. Bon, ça, donc, je dirais, par rapport au 91, donc, il y a eu ce que j'appellerais une augmentation, donc, de ce que j'appellerais des investisseurs étrangers qui sont venus ici exploiter nos ressources, sans qu'il y ait un véritable contrôle de notre part. Quand je dis de notre part, de la part, donc, de dirigeants malgaches qui sont succédés depuis 2002. Et voilà, nous en sommes là. C'est devenu politique par rapport à la mentalité de nos compatriotes qui se sont
je dirais, sentis être donc des valets des impérialistes, comme on dit, si on reprend ce terme, des étrangers qui donc exploitent indûment nos terres, et que, voilà, en politisant et on entend les Souaman et le reste, voilà. Oui, en politisant cette colère de la population, donc nous arrivons donc à un stade de non-retour actuellement, qu'il faut que le président parte, et son gouvernement, et tout un ensemble, que donc il faut de nouvelles règles du jeu, sans pour autant, c'est-à-dire mettre maintenant le pendule à l'heure, adopter une politique de stabilité économique et politique. Et après, par rapport à tout cela, il faut donc qu'il y ait, pour sortir de l'ordinaire, des élections anticipées pour que tout le monde soit donc sur le plan politique avec notre population. C'est-à-dire d'une pierre deux coups, politique et économie sociale, le tout dans... Oui, bien entendu. C'est pour éviter la crise économique. Et quand je parle d'élections, je dirais, anticipées, c'est pour éviter une transition longue. Il faut que la HCC se détermine par rapport à ces lois. Il faut qu'elle invalide pour que l'ancien code électoral, on le remet sur le tapis pour pouvoir l'utiliser à ces élections anticipées, puisque le CD est d'accord on peut l'utiliser et qu'ils sont prêts donc pour organiser des nouvelles élections avec un gouvernement, je dirais, de salut public. Qui veut dire neutre, où ce mouvement de changement peut participer en étant donc un garde-fou pour pouvoir des élections libres et transparentes. Mais que fait-on alors du CFM quand même, puisque c'est le rôle du CFM aussi de voir à peu près... Est-ce que le CFM est crédible pour pouvoir arbitrer la situation? Et je dirais même, est-ce que le FFKM aussi... J'allais poser la question. Ils sont dans le même sac. Personne n'a vu, tout comme la communauté internationale. Il faut donc voir autre chose pour pouvoir apaiser l'atmosphère, pour pouvoir donc aller de l'avant. À moins que, si jamais il n'y a aucune solution, j'ai peur que quelqu'un incite la population, si le président, je dirais, insiste pour rester au pouvoir, incite la population à aller le déloger dans son palais. C'était l'embarras de Franck Emerson, le directeur de publication du groupe Ultima Media. Merci.